Le 2 août dernier, le contre-torpilleur américain Maddox croisait dans le golfe du Tonkin. Soudain, à 15 heures, il annonçait qu'il était attaqué par 3 vedettes non identifiées. Les appareils de la 6e flotte américaine bombardaient aussitôt les positions côtières du Nord-Vietnam. La guerre d'Indochine allait-elle recommencer? La guerre d'Indochine, souvenez-vous, pour nous, c'était il y a 10 ans. Depuis 8 ans déjà, nos troupes livraient un combat sans merci à un adversaire innombrable, soutenu et armé par le monde communiste. L'héroïsme de nos soldats n'a pu faire reculer l'histoire, et ce fut Dien Bien Phu. Après l'échec de la tentative militaire, seul restait l'espoir d'une solution politique. En juillet 1954, les accords de Genève mettaient fin au combat. En présence des délégués de 14 pays intéressés, M. Mendès France a posé sa signature sur un document qui garantissait l'indépendance et la neutralité de nos anciens protégés. Au Vietnam, 2 États étaient constitués, de part et d'autre du 17e parallèle. Ce fut d'abord un douloureux exode. De longs cortèges de réfugiés nordistes fuyant la domination communiste cherchaient asile au Sud-Vietnam. Le Nord-Vietnam devenait une démocratie populaire et entrait désormais officiellement dans l'orbite de la Chine communiste. Conformément aux accords, les troupes communistes évacuaient le Sud. Nos troupes se regroupaient dans le Sud-Vietnam avant d'être rapatriées avec l'ensemble de l'administration française. Cette borne, marquant le 17e parallèle, allait théoriquement séparer 2 mondes. Le monde communiste au nord, dont Ho Chi Minh, représenté par la propagande vietnamienne en grand-papa gâteau, allait devenir le chef. Au sud, le Vietnam libre. Libre de l'occupation communiste sans doute, mais non des 1000 problèmes créés par la guerre. Dès le début, le clan de M. Ngo Diem institue sa dictature. Au nom de l'anticommunisme, le régime Diem refuse de faire les élections prévues par les accords de Genève et surtout va placer son pays dans l'orbite des Américains. Avec sa famille, son frère Ngo Dinh Nu, que l'on voit ici, Diem se préoccupe uniquement de bâtir un État policier. Sa belle-sœur, la belle Madame Nu, use de toute sa séduction pour rendre plus attrayant le régime. C'est la grande parade des femmes soldats, dont le rôle est moins sans doute de repousser l'agresseur communiste que d'attirer des partisans diemistes. Mais à Saïgon, on est loin
des batailles contre le Viet Cong. Pourtant, la bataille a repris. Contrairement aux accords de Genève, des bandes de guérilleros nordistes vont s'infiltrer dans le sud. À Hanoï, les autorités ont créé le Viet Cong, dont la mission est de fomenter la révolution au sud. La Chine, de Mao Tse-tung, intensifie son aide dans tous les domaines. L'un des premiers soucis du régime Viet Minh est de construire une voie ferrée reliant Hanoï à la Chine. Des unités communistes bien armées progressent à travers la jungle, attaquent les positions sudistes que renforce journellement l'aide américaine. Et c'est une fois de plus la guerre, les morts, les ruines. Saigon, la capitale de Diem, vit de nouveau dans la terreur. Les coups de main du Viet Cong sont de plus en plus nombreux, de plus en plus audacieux. L'Amérique, pour sa part, engloutit ses dollars par millions pour soutenir le régime Diem. Avec un matériel considérable, des instructeurs sans cesse plus nombreux encadrent les soldats de Diem. M. Johnson, encore vice-président à l'époque, se rendait à Saigon pour tenter d'accroître la popularité de son pays. Mais c'est le contraire qui se produit. Personne n'a oublié cette vision d'horreur. Un bonze bouddhiste se livrant aux flammes pour protester contre le régime Diem et ses protecteurs américains. L'opposition se fait si forte que les Américains eux-mêmes se mettent à douter de Diem. Et soudain, un putsch militaire va renverser Diem. Des généraux, qui la veille encore exerçaient au nom de celui-ci une dictature militaire, vont prendre le pouvoir pour eux tous seuls. Si forte est la haine populaire contre le régime Diem que la révolution militaire est accueillie partout avec joie. Diem, son frère, ses principaux partisans sont abattus. Madame New, qui est à l'étranger, échappe au massacre, mais son effigie est renversée. Le nouveau maître, le général Khan, après avoir éliminé ses rivaux, n'a plus qu'un objectif, conserver l'appui américain. Et pour cela, intensifier sinon la guerre, du moins ses simulacres, contre le Viet Cong. Au nom de l'Amérique, le secrétaire à la Défense, M. McNamara, est venu promettre une aide totale. L'Amérique joue sa dernière carte. Elle jette sans compter du matériel et des fonds dans la bataille. Mais la solution militaire n'a aucune chance. La guérilla Viet Cong s'étend à tout le territoire. Les attentats contre le régime et contre les Américains se multiplient dans l'indifférence, sinon avec la complicité de la population. Les Américains vivent dans un vrai camp retranché. Leurs enfants,
vont à l'école et vivent sous la protection permanente des troupes. Washington dépêche à Saïgon comme ambassadeur l'un de ses plus brillants soldats, le général Maxwell Taylor. À lui de décider si la paix au Vietnam peut être obtenue par la négociation ou par la guerre. En attendant, la guerre continue. Une guerre sans merci, mais aussi sans grands espoirs. 8 ans plus tôt, les troupes françaises ont fait la même expérience. L'adversaire ne peut être abattu que si ses alliés sont écrasés. Et l'écrasement de ses alliés, c'est une guerre mondiale. Est-ce là une solution satisfaisante? La France, pour sa part, ne le pense pas. Puisque la guerre ne peut pas trancher, il faut donc bien faire la paix. Une conférence, une réunion du même genre et comprenant en principe les mêmes participants que naguère la conférence de Genève, pourrait certainement en décider et organiser le contrôle nécessaire. C'est ce que la France propose à tous les États intéressés, convaincus qu'elle est, qu'à moins de plonger l'Asie d'abord et peut-être un jour le monde entier dans de très graves épreuves, il faudra bien en venir là, et qu'alors le plus tôt sera le mieux. Cette proposition française est accueillie partout avec faveur, sauf à Washington et chez ses satellites du Vietnam Sud. Les manifestations anti-françaises de Saïgon abattent le monument aux morts, mais elles n'avancent pas d'une seconde le règlement du conflit. Au large des côtes vietnamiennes, la 7e flotte américaine continue de croiser. Tous les hommes qui veillent à bord de ces bâtiments sont certainement convaincus de la justice de leur cause. Mais le moment n'est-il pas venu de penser aux vrais intéressés, à ces millions de Vietnamiens qui depuis 20 ans n'ont connu que la guerre et dont chacun n'aspire, ne peut qu'aspirer à la paix.